Dans cette partie, nous allons considérer les notations et impédances complexes. Alors, l'utilisation des écritures complexes vient pour faire face ou pour surmonter le problème qu'on a vécu lorsque l'on a essayé de décrire ou de résoudre les équations différentielles liées à un circuit alternatif. Alors, considérons une fonction sinusoïdale telle que celle présentée ici, x de t égale à x0 cosinus oméga t plus alpha. On sait qu'on peut l'écrire sous forme complexe, sous la forme x0 cosinus oméga t plus alpha plus jx0 sinus oméga t plus alpha. Alors, on voit bien que si on considère la partie réelle de cette écriture, effectivement, on a exactement, donc voilà la partie réelle, on a exactement la fonction instantanée x de t. Alors, cette écriture est elle-même équivalente à une écriture exponentielle qui est x0 exponentielle de j oméga t plus alpha. Très bien. Alors, x, la fonction instantanée n'est autre que la partie réelle de la fonction, c'est ce qu'on vient de dire, ou l'inverse est également vrai. Alors, l'intérêt majeur de cette écriture est le fait que si je m'amuse à calculer la dérivée de x par rapport à t, et je vais prendre cette fonction-là, je vais faire sa dérivée par rapport au temps, dx sur dt. Ça revient à dériver ceci, donc c'est par rapport au temps, c'est j oméga, x0 exponentielle de j oméga t plus alpha. On voit bien que c'est j oméga, ceci n'est autre que x. Et donc la dérivée par rapport au temps revient à multiplier d'une fonction complexe, revient à multiplier cette fonction par j oméga. Et donc l'intérêt de tout ça, justement, c'est de pouvoir soit lors de la dérivée multiplier par j oméga, ou alors pour l'intégrale qui est exactement le même raisonnement, diviser par j oméga. Et donc, à partir de là, on va encore plus simplifier. Pourquoi? Parce qu'on l'a vu dans les résolutions de l'équation différentielle, la partie dépendante du temps n'intervient pas. Et donc, si je m'amuse à réécrire x de t, qui est cette écriture-là, sous forme, alors x de t qui est x0 exponentielle j oméga t plus alpha, et si je l'écris sous forme x0 exponentielle j alpha x0 exponentielle de j oméga t, donc ceci c'est ce que je vais appeler x bar, et vous voyez bien que ce x bar est une fonction qui ne dépend que de alpha. Et donc cette x bar, c'est ce qu'on appelle l'amplitude complexe associée à x, la fonction instantanée. Alors pour le courant à la tension maintenant, puisque ce sont les grandeurs qui nous intéressent, on va adopter la même écriture. Donc la fonction instantanée u0 cosinus oméga t plus alpha pourra s'écrire u0 exponentielle j oméga t plus alpha. Donc on ne considère que la partie réelle. Et si je distingue la partie dépendante du temps de l'autre, eh bien, je vais pouvoir distinguer ce qu'on appelle l'amplitude complexe, ici, U bar, qui est égal à U0 exponentielle J alpha. C'est ce qu'on appelle l'amplitude complexe de la tension. Et de même, pour le courant, on va voir la même chose avec l'intensité qui est I0 cosinus oméga t plus alpha. Et on dégage l'amplitude complexe qui est égale à I0 exponentielle J bêta. Alors, l'avantage de ceci, c'est que les lois de Kirchhoff en notation complexe deviennent simples à écrire. Et la règle, c'est que dans ces relations-là, les grandeurs seront remplacées par les amplitudes complexes, c'est-à-dire U de t sera remplacé par son amplitude complexe grand U. Donc à chaque fois que j'ai U de t, je vais la remplacer par U bar. Et chaque fois que j'ai I de t, je vais la remplacer par I bar. Donc ça, c'est la première loi de Kirchhoff. La deuxième loi de Kirchhoff, c'est ce qu'on vient de voir à l'instant, c'est que les opérateurs dérivés par rapport au temps revient à multiplier par j oméga et l'intégrale par rapport au temps à diviser par j oméga. Donc voici comment
se fait la transformation des équations, les lois de Kirchhoff avec la notation complexe. Ainsi, on aura toujours la loi des nœuds, la somme des courants égale à 0, et la loi des mailles avec la somme des tensions égale à 0. Alors, pour montrer l'intérêt de tout ce qu'on vient de voir, on va reprendre l'exercice ou le cas d'exercice du circuit RL en série et on va essayer d'établir l'équation du circuit. Alors, je rappelle que dans ce circuit-là, nous avons adopté l'écriture telle que E de t, on a annulé la phase à l'origine et E de t égale à E0 cosinus oméga t. Alors, bien évidemment, l'équation du circuit, c'est RI plus LI, LD de I sur dt égale à E. Alors, je vais reprendre... voilà. Alors, je vais reprendre une feuille blanche et essayer de développer ceci. Donc, mon équation, c'est... alors, voilà. RI plus L d de I sur dt égale à E de t. Et donc ça, c'est l'équation qu'on avait, sachant que E de t égale à E0 cosinus oméga t. Et donc à partir de là, si j'utilise les règles les lois de Kirchhoff avec les écritures complexes, donc chaque grandeur est remplacée par son amplitude complexe, I par son amplitude complexe, R, je le garde, L, I, alors d sur dt, c'est J oméga, I amplitude complexe égale à E, amplitude complexe. Alors, amplitude complexe E égale à E0, et donc ceci me donne R. Alors, l'avantage de ceci, c'est que dans cette équation, on voit qu'au lieu d'avoir une équation différentielle, j'ai une équation linéaire, puisque I peut se factoriser, plus JL oméga, facteur de I, égale à E, et comme E complexe égale à E0, donc voilà mon équation. Et dans ce cas-là, I pourra s'écrire E0 sur R plus JL oméga. Alors, je ne laisse jamais l'expression complexe au dénominateur. Et donc, je vais avoir I égale à E0 facteur de R moins JL oméga. Je multiplie par la partie conjuguée sur R carré plus L oméga carré. Alors, je peux terminer de décrire cette impédance en calculant le module de I, déjà, qui est la racine carrée de la partie réelle à la partie imaginaire. Et donc, ça me donne I égale à E0 sur R carré plus L oméga carré racine carrée de R carré plus L oméga carré. Alors, L oméga, je l'ai ici, donc je vais simplifier, je vais avoir E0 sur racine carrée de R carré plus L oméga carré. Et on retrouve bien l'amplitude que nous avons déterminée plus tôt dans l'équation précédente. Et d'un autre côté, pour déterminer tangente de moins phi, qui est le module, en fait c'est tangente bêta ou tangente de moins phi, la phase à l'origine du courant, ben, c'est la partie imaginaire sur la partie réelle, et donc c'est moins L oméga sur R, et par conséquent, phi, tangente phi égale à L oméga sur R. Et donc voilà comment, simplement en utilisant cette écriture, on peut facilement résoudre les équations différentielles qui étaient complexes à gérer dans une écriture instantanée normale. Donc voici les résultats que je rappelle ici. Donc E0 sur R, racine carrée de R carré plus L carré oméga carré, puis tangente phi, qui est égale à L oméga. Alors, dans le cas qui nous concerne, phi est positif parce qu'effectivement, il s'agit d'un circuit inductif et dans un circuit inductif, la tension est en avance de phase par rapport au courant et c'est ce qui explique que phi est positif.
Alors, pour un circuit quelconque, donc on va voir maintenant la notion d'impédance. On va considérer un circuit quelconque composé d'éléments et associés n'importe comment, dans lesquels on peut retrouver des résistances, des bobines et des condensateurs. Et on va considérer que ce circuit-là est alimenté par une tension U, donnée par sa forme générale, U0 cosinus oméga t plus alpha, et qui va voir circuler un courant de la forme I de t égale à I0 cosinus oméga t plus bêta. Alors, la relation qui lie le courant et la tension est toujours définie par une loi classique qu'on appelle la loi d'Ohm. Sauf que cette loi d'Ohm classique qu'on avait vue dans le cas de résistance est changée et devient différente maintenant puisque on l'appelle loi d'Ohm généralisée. Et au lieu d'avoir une proportionnalité entre le courant et la tension qui est la résistance, cette fois on la note Z qu'on nomme impédance. Alors, U égale à ZI, donc vous voyez bien que si je remplace U par U de t, par son expression qui est U bar exponentielle J oméga t, et que I bar égale à I complexe exponentielle J oméga t, vous voyez, si vous les mettez de part et d'autre, vous voyez qu'on peut se permettre de passer de l'écriture instantanée, même complexe, à l'écriture des amplitudes complexes. Alors l'impédance qu'on vient de noter Z, qui est également une grandeur complexe, n'est autre que le rapport de U sur I, comme on vient de le voir. Et on peut également, si je réécris Z comme étant U sur I, et en remplaçant l'amplitude complexe de U par son expression qui est U0 exponentielle J alpha sur I0 exponentielle J bêta, et on voit bien que c'est U0 sur I0 exponentielle J alpha moins bêta et n'est autre que phi qui est le déphasage entre le courant et la tension. Donc c'est ce qu'on note, c'est ce qu'on retrouve ici, et Z, l'amplitude de Z n'est autre que le rapport des courants et de la tension. Alors ce rapport-là, qui, comme on le voit, est un réel pur, c'est ce qu'on appelle l'impédance du circuit et l'exprimer en ohm, puisque c'est équivalent à une résistance. Et phi, le déphasage, est également appelé l'argument de l'impédance Z. Alors maintenant, sous la forme complexe Z égale à R plus JX, je vais essayer d'effacer cette écriture-là, ça va être difficile. Alors, Z égale R plus JX, où R est la résistance, c'est une grandeur toujours positive, et X, c'est la réactance du circuit, et qui peut prendre des valeurs positives ou négatives. Alors, la réactance est le résultat de l'action des éléments inductifs qui sont la capacité et la bobine. Et R, c'est le résultat des résistances équivalentes de tous les éléments, que ce soit des résistances pures ou les résistances internes des éléments inductifs. Alors pour finir, on va voir des exemples d'impédance pour comprendre comment elles agissent. Et donc si on prend une résistance pure donc, à une résistance R, on a toujours la relation d'Ohm U égale à RI. Si on remplace chaque grandeur par son amplitude complexe, donc j'ai U bar égale à R I bar, mais comme on vient de le voir, la relation d'Ohm généralisée, c'est U égale à ZI, et donc si U égale à ZI, ça veut dire que Z, l'impédance complexe par identification, égale à R. Alors, rappelez-vous l'écriture qu'on vient de noter, Z égale à R plus JX, donc il y a une partie réelle et une partie imaginaire. Or, ici, nous n'avons que la partie réelle. Et donc, la tangente phi, qui est le rapport de la partie imaginaire sur la partie réelle, est nulle. C'est ce qui explique pourquoi est-ce que pour une résistance pure, le déphasage entre courant et tension est nul, puisque tangente phi
égale à X sur R. Très bien. Alors maintenant, nous allons voir le cas d'une inductance pure. Donc c'est U égale L dDi sur dt. Je remplace U par sa grandeur, son amplitude complexe. D sur dt, c'est JL, 6J oméga. L est là, et puis I par son amplitude complexe. Or, comme on l'a dit, Z égale à J, U égale à ZI, donc on obtient Z complexe égale à JL oméga. Alors, toujours par identification avec ce qu'on a vu tout à l'heure, donc on voit bien que le module de Z, c'est la racine carrée de la partie réelle au carré plus la partie imaginaire au carré. Bon, il n'y en a qu'une, donc ça sera L oméga. Et le déphasage, c'est pi sur 2, tout simplement. Pourquoi? Parce que comme la partie réelle est nulle, donc tangente phi tend vers l'infini, et comme la partie imaginaire est positive, donc ça sera plus l'infini, et quand tangente phi tend vers plus l'infini, ça veut dire que phi tend vers pi sur 2. Et donc on voit que l'impédance d'un composant inductif introduit un déphasage entre tension et courant qui est positif. U est en avance de phase par rapport au courant. Pour une capacité pure, donc on va avoir toujours pareil, en remplaçant chaque grandeur à partir de l'expression par son amplitude complexe. Donc on identifie là encore Z comme étant J, c'est l'inverse. Ça c'est I égale à JC oméga. Donc U égale à 1 sur JC oméga, donc moins J sur C oméga. Alors je réexplique. À partir de cette relation-là, alors I égale à JC oméga fois U. Donc U égale à 1 sur JC oméga I égale à moins J sur C oméga U. Et donc c'est pour ça que Z est ce terme-là. Donc Z égale à moins J sur C oméga. Et donc pareil que tout à l'heure, l'amplitude c'est la racine carrée de... Donc non, l'amplitude c'est plus, c'est positif, il n'y a pas de moins dans l'amplitude parce que c'est la racine carrée somme des carrés. Donc l'amplitude c'est 1 sur C oméga. Et la phase à l'origine, c'est moins, le déphasage entre les deux, entre la tension et le courant, c'est moins pi sur 2. Tout simplement pourquoi? Parce que toujours pareil, quand vous faites partie imaginaire moins J sur C oméga sur partie réelle qui est nulle, donc ça nous donne tangente phi tend vers moins l'infini et donc phi tend vers pi sur 2. Et donc une inductance, un élément capacitif introduit un déphasage négatif entre la tension et le courant, ça veut dire que la tension est en retard de phase par rapport au courant.